Salut tout le monde. Merci d'avoir cliqué. Je m'appelle Jacques. J'ai 29 ans et ma propre famille a ri pendant que mon demi-frère m'enfonçait un tournevis dans l'épaule. Avant de vous parler du verdict final du juge qui a laissé tout le monde sans voix dans cette salle d'audience, faites-moi une faveur et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Ça m'aide de savoir que je ne suis pas seul là-dedans. Le silence dans une salle d'audience est une chose lourde. Il n'est pas vide. Il est plein de tout ce qui n'a pas encore été dit. Il pèse sur vous, remplit vos oreilles, fait résonner le battement de votre propre cœur comme un tambour de malheur. Je me tenais droit, le dos douloureux, mon regard fixé sur le juge. Il s'appelait le juge Thompson, un homme au visage taillé dans le granit et aux yeux à qui rien n'échappait. Entre ses mains, il tenait une simple chemise cartonnée faussement fine, un document avec un sceau gouvernemental tamponné sur le devant à l'encre rouge vif. De l'autre côté de l'allée, ma famille était assise ensemble, un portrait parfait de solidarité inquiète. Ma mère, Eleanor, serrait un mouchoir dans sa main, tapotant des yeux qui étaient parfaitement secs. À ses côtés, mon beau-père, Richard, la tenait par l'épaule. Sa mâchoire était crispée dans une expression de déception paternelle directement braquée sur moi, et entre eux était assis Léo, mon demi-frère, mon agresseur. Il ne regardait pas le juge. Il me regardait, un léger sourire confiant aux lèvres, le même sourire qu'il avait arboré toute sa vie, le regard qui disait « Je suis le garçon en or. Je gagne toujours ». Leur avocat, un homme habile nommé Monsieur Davis, venait de terminer sa plaidoirie, me dépeignant comme un jeune homme instable, jaloux et excessivement dramatique qui avait exagéré une simple querelle de famille. Il a utilisé des mots comme « antécédent d'accès de colère » et « appel à l'attention ». Ma famille avait approuvé chaque mensonge de la tête. Le juge Thompson s'éclaircit la gorge et le son résonna comme un coup de feu dans le silence. J'ai ici, commença-t-il, la voix basse et assurée, un rapport soumis par le conseiller juridique de Monsieur Jensen, fourni par son employeur. Il ouvrit le dossier. La pièce retint son souffle. Le sourire de Léo s'élargit d'une fraction. Il pensait savoir ce qui l'attendait. Tous le pensaient. Il pensait que c'était le dernier clou de mon cercueil. Les yeux du juge parcoururent la première page. Son expression ne changea pas, mais un changement subtil se produisit, une lueur de quelque chose, de la surprise, du respect. Cela disparut aussi vite que c'était apparu. Il regarda par-dessus ses lunettes, d'abord Léo, puis mes parents, puis son regard s'arrêta sur moi. Pendant un long moment, le monde entier a semblé se réduire à l'espace entre son banc et ma chaise. Il a commencé à lire, mais pour comprendre le poids des mots qui sont sortis de sa bouche, pour saisir pourquoi ils ont atterri comme des bombes dans cette pièce silencieuse, vous devez comprendre que cela n'a pas commencé avec le goût métallique du sang dans ma bouche à 4 heures du matin. Cela n'a pas commencé avec la douleur fulgurante dans mon épaule. Cela a commencé des années plus tôt, dans le théâtre calme, poli et destructeur pour l'âme de ma propre maison. C'était un mardi, je crois, l'une de ces soirées de semaine banales qui se fondent les unes dans les autres. Nous étions réunis autour de la lourde table à manger en chêne que Richard avait achetée après son premier grand succès commercial. La table était un symbole, comme tout le reste dans la maison, solide, chère et destinée à projeter une image d'unité familiale inébranlable. L'air était lourd de l'odeur du poulet rôti et du parfum de ma mère. Léo, comme d'habitude, tenait sa cour. Il agitait sa fourchette, racontant une histoire sur un contrat de vente qu'il avait décroché. Ce n'était pas un gros coup, un client de niveau intermédiaire chez le concessionnaire automobile où il travaillait comme directeur adjoint des ventes. Mais à l'entendre, on aurait cru qu'il venait de négocier la paix dans le monde. Alors, j'ai regardé le gars droit dans les yeux, dit Léo en se penchant en avant pour l'effet dramatique, et j'ai dit, c'est la meilleure offre que vous obtiendrez. C'est à prendre ou à laisser. Et vous savez quoi? Le gars s'est couché, m'a serré la main juste là. Ma mère, Eleanor, lui a souri, le visage illuminé d'une fierté qu'elle réservait exclusivement à son fils aîné. Oh, Léo, c'est merveilleux. Mon garçon, un leader tellement naturel. Richard, tu as entendu ça? C'est un négociateur né. Richard grogna en signe d'approbation. C'est l'esprit, mon fils, agressif, décisif. C'est ce qui te fait avancer. Il leva son verre de vin à la dernière promotion de Léo. Le mot resta en suspens. Promotion. Léo était directeur adjoint des ventes depuis 3 ans. Il n'y avait pas de promotion, mais personne ne le corrigea. Dans cette maison,
la réalité de Léo était la seule qui comptait. Nous avons tous trinqué. Mon propre verre a à peine fait un bruit. Plus tard, après que les assiettes à dessert eurent été débarrassées, Eleanor se tourna vers moi, son sourire devenant un peu plus crispé, un peu plus forcé. C'était mon tour pour l'évaluation de routine. Et toi, Jacques, comment s'est passée ta semaine? Tout est stable dans ton petit boulot gouvernemental? La condescendance était si désinvolte, si enracinée, que je tressaillais à peine désormais. J'avais appris à ravaler l'amertume. C'était bien, en fait, dis-je en essayant de garder une voix neutre. Mon équipe et moi venons de terminer un projet majeur. Nous avons réussi à décrypter certaines communications qui... Eh bien, cela a évité une menace de sécurité assez grave à l'étranger. J'ai omis les détails, bien sûr, la pièce sans fenêtre et insonorisée dans laquelle je travaillais, les lignes de code interminables qui se brouillaient devant mes yeux, la tension viscérale de savoir que des vies étaient en jeu. Je leur ai juste donné la version aseptisée, familiale. Richard prit une gorgée de son vin, le faisant tourner dans son verre. C'est bien, mon fils, dit-il, les yeux déjà vitreux. Ça a l'air compliqué. Continue comme ça. C'est un travail sûr, une bonne pension, j'imagine. Sûr. C'était leur mot préféré pour ma carrière, sûr, stable, et par implication, ennuyeux, sans ambition, rien à voir avec le monde à enjeux élevés de Léo qui vendait des berlines. Eleanor me tapota la main, d'un geste léger et dédaigneux. Eh bien, c'est charmant, mon chéri. Ne t'implique juste pas trop dans tout ce drame. Tu sais comment tu peux être. Bon, Léo me parlait de la nouvelle structure de commission qu'ils introduisent, et juste comme ça, les projecteurs se sont braqués de nouveau à leur place légitime. J'étais redevenu invisible. Je suis resté assis là, tel un fantôme à la table de ma propre famille, à les écouter discuter des revenus potentiels de Léo, de ses projets pour une nouvelle montre, de l'avenir radieux et infini qu'il voyait pour lui. Personne ne posa d'autres questions sur cette menace de sécurité. Personne ne s'en souciait. Dans leur monde, mes victoires étaient abstraites et compliquées tandis que celles de Léo étaient tangibles et faciles à célébrer. J'ai regardé mes mains. Dans mon monde, la précision et le silence sauvaient des vies, mais dans cette maison, mon silence ne faisait que nourrir leurs mensonges. Les réunions de famille étaient un champ de mines, surtout quand ma tante Carole était là. C'était la sœur cadette de ma mère, une femme qui utilisait les politesses comme des armes et décochait des commentaires passifs-agressifs avec la précision d'un tireur d'élite. Elle vous serrait dans ses bras, vous disait à quel point vous étiez magnifique, puis murmurait quelque chose à votre mère qui vous coupait l'herbe sous le pied. C'était Thanksgiving. La maison débordait de parents, le niveau sonore était un grondement constant et joyeux. J'essayais d'avoir une conversation tranquille avec un cousin à propos de football quand tante Carole s'abattit sur moi, une part de tarte à la citrouille à la main. « Jacques, chéri » roucoula-t-elle en me serrant le bras. « C'est si bon de te voir sortir de ta coquille. Ta mère s'inquiète, tu sais. Elle dit que tu travailles si dur dans ce travail sérieux qui est le tien. » Je me forçais à sourire. « C'est bon de te voir aussi, tante Carole. Le travail est exigeant, mais ça me plaît. » « Oh, j'en suis sûre, » dit-elle, ses yeux balayant la pièce jusqu'à s'arrêter sur Léo, qui charmait un petit cercle de parents éloignés avec une histoire bruyante et enjolivée. Son sourire s'élargit. « Regarde-le. Léo est juste le rayon de soleil de cette famille, n'est-ce pas? Il a un tel don avec les gens. C'est dommage que vous n'ayez pas eu plus de gêne en commun. » Le commentaire était si parfaitement délivré, enveloppé dans un ton doux et inquiet, que le faire remarquer m'aurait fait passer pour le méchant. Alors, je suis juste resté là, le sourire figé sur mon visage. Plus tard, j'étais dans la cuisine en train de prendre un verre d'eau quand je l'ai surprise en train de parler à ma mère près de la cuisinière. Leur voix était basse, conspiratrice. « Eleanor, es-tu sûre que Jacques va bien ?» demanda Carole, la voix dégoulinante d'une fausse inquiétude. Il a l'air si renfermé, si tendu. Il n'a pas la même nature facile à vivre que Léo. J'espère juste que tout ce travail pour le gouvernement ne le rend pas paranoïaque. Ma mère soupira, un long son las. Oh, tu connais Jacques, il a toujours été sensible. Il surinterprète tout. Il prend les choses tellement au sérieux. Je lui dis, détends-toi, profite un peu de la vie. Mais c'est comme parler à un mur de briques. Richard pense qu'il se cache derrière son travail parce que, eh bien, tu sais, il n'est pas aussi doué socialement que Léo.
Ma main s'est serrée autour du verre. Sensible, surinterprète tout. C'étaient les mots qu'ils utilisaient pour rejeter mes sentiments, pour invalider ma réalité. Ils ne voyaient pas un fils qui était systématiquement ignoré. Ils voyaient un enfant à problème qui refusait d'être heureux. Carole tapota le bras de ma mère. Eh bien, tu es une mère merveilleuse pour avoir essayé. Ça ne doit pas être facile d'élever deux garçons si différents. L'un est un aigle majestueux et l'autre est, eh bien, un roc solide, je suppose. Un roc, quelque chose à ignorer. Quelque chose sur lequel se tenir pour avoir une meilleure vue de l'aigle. Je me suis éloigné de l'embrasure de la porte avant qu'elle ne puisse me voir. Je n'ai pas pris l'eau. La boule dans ma gorge était si épaisse que je n'aurais pas pu avaler de toute façon. Je suis sorti sur la véranda arrière, respirant l'air froid de novembre en essayant de ralentir les battements de mon cœur. J'ai réalisé alors que ce n'était pas seulement mes parents. C'était tout un système. Une narration familiale qui avait été soigneusement construite brique par brique avec Léo comme héros et moi comme l'étrange personnage secondaire maussade. Et tante Carole en était l'architecte en chef. Le barbecue du 4 juillet était une tradition annuelle, une présence obligatoire. Toute la famille élargie, les voisins, les associés de Richard. C'était le Super Bowl de ma mère. L'occasion de mettre en valeur sa maison parfaite, son jardin parfait et sa famille parfaite. L'air était brumeux avec la fumée du barbecue et l'odeur sucrée et collante de l'herbe coupée. De la musique jouait dans des haut-parleurs cachés dans le paysage. C'était une image de bonheur de banlieue, mais pour moi, c'était juste une plus grande scène pour la même vieille pièce de théâtre. Léo était dans son élément. Une bière dans une main, des pinces dans l'autre, retournant les hamburgers comme s'il était le roi de son propre petit royaume. Il parlait à tous ceux qui voulaient l'entendre de sa promotion. Le mensonge avait pris de l'ampleur. Maintenant, cela incluait un bureau d'anglais et un salaire plus élevé. Richard se tenait à côté de lui, rayonnant, lui tapant dans le dos. « C'est mon garçon », disait-il à quiconque se trouvait à proximité. Je parlais à l'un des partenaires de Richard. Un type bien nommé Georges, à propos d'un voyage récent qu'il avait fait en Europe. Il m'a demandé ce que je faisais et pour une fois j'ai décidé de ne pas être vague. Je suis analyste principal pour une agence fédérale, ai-je dit, principalement dans l'évaluation des menaces. Les sourcils de Georges se sont levés. Waouh, ça a l'air intense. Ça doit être un travail gratifiant. Ça l'est, ai-je dit, une rare étincelle de fierté réchauffant ma poitrine. Je viens d'ailleurs de recevoir une distinction, une certification fédérale que seul un faible pourcentage d'analystes parvient à obtenir. Avant que Georges ne puisse répondre, ma mère fit irruption. Un plateau d'amuse-gueule à la main. Oh, Jacques, n'ennuie pas Georges avec tes histoires de travail compliquées, dit-elle avec un léger rire cristallin. Le genre de rire conçu pour paraître charmant mais qui ressemblait à une gifle. C'est une fête. Nous sommes ici pour nous détendre. Elle se tourna vers Georges, son sourire éclatant. Avez-vous entendu parler de la promotion de Léo? Il dirige pratiquement la division de Gros maintenant. Nous sommes incroyablement fiers de lui. C'est quelqu'un de très sociable, vous savez, il n'est pas coincé derrière un bureau toute la journée. L'implication était claire. Mon travail était ennuyeux. J'étais ennuyeux. J'étais l'anti-Léo. Georges, tout à son honneur, avait l'air mal à l'aise. Il me lança un regard compatissant mais la conversation était terminée. Éléanore l'avait ramené sur la star de la famille. Je me suis excusé, le visage brûlant. J'ai marché jusqu'au bord du jardin près des bois qui bordaient notre propriété. Je suis resté là un long moment, à regarder la lumière du soleil filtrer à travers les feuilles, à écouter les rires lointains de la fête. Le son semblait étranger, comme s'il venait d'une autre planète. J'ai entendu des pas derrière moi. C'était Léo. Et, frérot, dit-il, la voix légèrement pâteuse. Il avait bu quelques bières. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne supportes pas que les projecteurs soient sur quelqu'un d'autre pour une fois. C'est toujours sur toi, Léo, dis-je, la voix plate. Ce n'est jamais pas sur toi. Il a ri. Un rire court et laid. C'est parce que je leur donne une raison d'être fier. Une nouvelle voiture, un record de vente, une promotion. Qu'est-ce que tu leur donnes? De vagues histoires sur le sauvetage du monde que personne ne comprend? Tu fais tellement de drames, Jacques. Il m'a frappé légèrement sur le bras mais il n'y avait aucune amitié là-dedans.
C'était un geste de domination. Maman a raison, continua-t-il en se penchant près de moi, son haleine sentant la bière et le tabac. Il faut toujours que tu prennes tout au sérieux. Sois normal pour une fois. Il retourna vers la fête en flânant, me laissant planter là. Et c'est alors que j'ai entendu la voix de ma mère, claire comme une cloche à travers la pelouse, parler à tante Carole. Je ne sais vraiment plus quoi faire de lui parfois, dit-elle avec un soupir dramatique. Mon fils adore faire des scènes. C'était ça. Ce fut le moment où quelque chose s'est finalement brisé en moi. Ce ne fut pas un craquement sonore, mais une cassure nette et silencieuse. J'ai compris alors que peu importait ce que je faisais ou ce que j'accomplissais. À leurs yeux, je serais toujours le problème. Celui qui était trop sérieux. Celui qui faisait des scènes. Cette phrase résonnerait dans ma tête pour le reste de la nuit. Je ne le savais pas alors, mais c'était une prophétie effrayante de ce qui allait arriver dans les heures les plus sombres de la matinée. Le sommeil n'était jamais facile dans cette maison. J'étais toujours sur les nerfs. Un bourdonnement constant d'anxiété était mon compagnon de tous les instants. Alors, quand le fracas est venu d'en bas, j'ai été réveillé instantanément. Ce n'était pas un léger coup. C'était le bruit vif et fracassant de quelque chose se brisant violemment. Mon horloge indiquait 4h02 du matin. Ma première pensée a été une effraction. J'ai glissé hors du lit, mon cœur martelant mes côtes. J'ai rampé jusqu'à ma porte, l'ouvrant d'une fente. Le rez-de-chaussée était plongé dans l'obscurité, mais un mince filet de lumière était allumé dans la cuisine. J'ai entendu un juron sourd et guttural suivi du cliquetis d'un objet métallique heurtant le carrelage. J'ai descendu les escaliers, chaque marche étant un risque calculé. La maison était silencieuse à l'exception de la respiration haletante venant de la cuisine. J'ai jeté un coup d'œil au coin du mur. Ce n'était pas un cambrioleur. C'était Léo. Il titubait au milieu de la pièce, éclairé par la lumière froide et crue du réfrigérateur ouvert. Un verre brisé gisait à ses pieds et une flaque sombre de ce qui sentait le whisky s'étalait sur le sol. Il était ivre. Pas juste pompette à cause de la fête. Il était ivre mort, inconscient de ses actes. Léo, dis-je doucement. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait volte-face, les yeux fous et flous. Quand ils se sont posés sur moi, ils se sont rétrécis avec un ressentiment laid et familier. Tiens, ricana-t-il, sa voix comme un grognement sourd. Regardez qui voilà. Saint-Jacques descendant de sa tour d'ivoire pour juger le reste d'entre nous, pauvres mortels. Je ne te juge pas, dis-je en gardant une voix calme. Mes mains levées dans un geste d'apaisement. J'ai entendu un fracas. J'ai cru que quelqu'un était entré par effraction. Oh, ça te plairait, n'est-ce pas, cracha-t-il en faisant un pas maladroit vers moi. Quelque chose que tu pourrais signaler. Quelque chose que tu pourrais analyser. Quelque chose pour te faire te sentir important. Il cherchait la bagarre. Je le voyais à la ligne tendue de ses épaules. À la façon dont il serrait et desserrait les poings. C'était plus que la bière du barbecue. C'était une colère profonde et empoisonnée qui suppurait depuis des années. Léo, tu es ivre. Allons te coucher, dis-je, essayant de calmer le jeu, ne me dis pas ce que je dois faire, hurla-t-il, la voix se brisant. Il pointa un doigt tremblant vers moi. Tu te crois tellement meilleur que moi. N'est-ce pas? Avec ton petit boulot secret et tes mots savants. Mais tu n'es rien. Tu sais ce que maman dit de toi. Je ne voulais pas savoir. Vraiment pas. Mais il n'allait pas s'arrêter. Elle dit que tu es un fantôme, siffla-t-il, le visage contorsionné par un sourire cruel. Tu n'es qu'un fantôme dans cette maison. Tu te caches derrière ce boulot stupide parce que tu sais que personne ici ne veut vraiment t'avoir dans les parages. Tu es un trou noir à drame. Et tu aspires le plaisir de tout. Chaque mot était un coup de poing dans le ventre. C'était une chose de le ressentir, de s'en douter. C'en était une autre de l'entendre dire à voix haute, jeté à la figure comme une pierre. Elle n'a pas dit ça, dis-je, mais ma voix manquait de conviction. Elle sonnait faible, même à mes propres oreilles. Oh, que si, rit Léo, un son amer et brisé. Elle le dit tout le temps. Elle est Richard. Il parle de quel fardeau tu es. De comment ils aimeraient que tu aies une vie. Il était à 1 centimètre de mon visage maintenant. Je pouvais sentir le whisky aigre sur son haleine. Je n'ai pas reculé. Je ne pouvais pas.
Pas cette fois. Et toi, Léo, dis-je, la voix dangereusement calme. Le garçon en or. Celui avec la grosse promotion qui n'existe pas. Celui qui se saoule et saccage la cuisine à 4 heures du matin. Ils doivent être tellement fiers. Son visage a changé. Le brouillard de l'ivresse a été brûlé par une fureur pure et incandescente. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. De la haine pure. « Ferme ta gueule », murmura-t-il. Sa main a jailli, non pas vers moi, mais vers le tiroir à ustensiles à côté de l'évier. Il l'a ouvert d'un coup sec. Le bruit du métal qui s'entrechoquait a rempli le petit espace tendu entre nous. Et puis je l'ai vu. Le reflet de l'acier sous la lumière du réfrigérateur. Il avait un tournevis à la main. Un long, cruciforme. Le temps ralentit dans les moments de danger extrême. Il s'étire comme de la tire. Chaque seconde devient une éternité. J'ai vu le tournevis dans la main de Léo. J'ai vu ses jointures blanchies par sa prise. J'ai vu la décision vaciller dans ses yeux. Le moment où il a choisi de franchir une ligne d'où il n'y avait pas de retour possible. Mon entraînement a pris le dessus. Une petite voix calme au fond de mon esprit a commencé à passer en revue les protocoles. Évaluation de la menace, arme identifiée, maintenir la distance, désamorcer. Mais il n'y avait pas de distance. Nous étions dans une cuisine de 3 mètres sur 3 et il n'y avait aucun moyen de désamorcer le genre de rage qui émanait de lui. Léo, pose ça, dis-je, la voix basse et ferme, ne trahissant rien de la peur froide qui grimpait maintenant le long de ma colonne vertébrale. Pose ça tout de suite. Il s'est contenté de rire. Oblige-moi, aime l'agent du gouvernement. Tu n'es pas entraîné pour ce genre de choses? Ou c'est juste une autre de tes histoires? Il s'est jeté sur moi. Ce n'était pas un mouvement net et maîtrisé. C'était un chancellement maladroit d'ivrogne, mais il y avait tout son poids derrière. J'ai pivoté pour essayer de m'écarter, mais j'ai été trop lent. J'ai senti un éclair de douleur fulgurant et brûlant me déchirer l'épaule gauche. Ce n'était pas une coupure. C'était une perforation, profonde, une brûlure vive et immédiate qui m'a coupé le souffle. J'ai crié, un son de pur choc et d'agonie, et j'ai trébuché en arrière, m'écrasant contre le plan de travail de la cuisine. Mes jambes ont lâché et j'ai glissé sur le carrelage froid. Ma main a volé vers mon épaule, elle en est ressortie humide, collante et sombre. Du sang, mon sang. Le choc était si intense que je pouvais à peine comprendre ce qui s'était passé. Mon propre frère. Il venait de me poignarder. Et puis je l'ai entendu, un bruit venant d'en haut, une latte de plancher qui grince, une porte de chambre qui s'ouvre. Au nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe en bas? C'était la voix de Richard, épaisse de sommeil et d'irritation. À l'aide, ai-je haleté, le mot étant à peine un murmure. Il m'a poignardé. Il y a eu une pause. Puis j'ai entendu la voix de ma mère, étonnamment claire. Oh, pour l'amour du ciel, Richard. Ce sont juste les garçons. Léo a probablement bu un peu trop. Léo se tenait au-dessus de moi, le tournevis toujours à la main, la poitrine haletante. Il baissa les yeux sur le sang qui s'étalait sur ma chemise, puis sur moi, et son brouillard d'ivresse sembla revenir. Je n'ai pas, balbutia-t-il, et puis le pire son de tous, un son qui restera gravé dans ma mémoire jusqu'au jour de ma mort. C'était un rire, le rire de ma mère, un petit rire léger, aérien et dédaigneux. Écoute-le, a-t-elle crié en bas des escaliers, la voix pleine d'amusement. Il a probablement glissé sur le whisky et a atterri sur quelque chose. Jacques, arrête de faire autant de drame. Tu vas réveiller tout le quartier. Dramatique. Le mot m'a frappé plus fort que le tournevis. J'étais par terre, saignant d'une blessure perforante infligée par son fils, et elle me traitait de dramatique. Ma vision a commencé à se troubler. Les bords de la pièce sont devenus flous. J'ai regardé Léo, qui se contentait de me fixer, abasourdi. J'ai levé les yeux vers le son des voix de mes parents. Ils ne descendaient pas. Ils n'appelaient pas à l'aide. Ils riaient. Ma main a tâtonné pour trouver mon téléphone dans ma poche. Mes doigts étaient glissants de sang, mais j'ai réussi à le saisir. Je ne voyais pas l'écran clairement. Tout devenait flou, mais je n'avais pas besoin de voir. Mémoire musculaire. Mon pouce a bougé sur l'écran. Un code à 5 chiffres. Une simple pression sur un bouton.
Un protocole de détresse pour les employés fédéraux. Un SOS. La dernière chose que j'ai vue avant que tout ne devienne noir, c'est le regard d'indifférence totale sur le visage de mon frère alors qu'il se retournait et s'éloignait, me laissant sur le sol. La dernière chose que j'ai entendue, c'est ma mère disant à mon beau-père de simplement revenir se coucher. Le réveil a été un processus lent et douloureux. La première chose que j'ai remarquée a été une douleur sourde et lancinante dans mon épaule. La seconde a été l'odeur stérile et antiseptique qui ne peut signifier qu'une chose, un hôpital. J'ai cligné des yeux, mes yeux s'habituant à la faible lumière d'une chambre privée. Une intraveineuse était collée à mon bras, un liquide clair coulant lentement dans mes veines. Mon épaule était lourdement bandée. J'ai essayé de m'asseoir, mais une nouvelle vague de douleur m'a traversé et je suis retombé contre les oreillers avec un gémissement. La porte a grincé en s'ouvrant et mes parents sont entrés. Ils ne ressemblaient pas aux parents qui avaient ri en haut de l'escalier. Ils avaient l'air d'avoir répété. Le visage d'Eleanor était un masque d'inquiétude. Richard avait l'air grave et sérieux. Léo n'était pas avec eux. Jacques, oh, Dieu merci, tu es réveillé, souffla Eleanor en se précipitant à mon chevet. Elle a tendu la main pour toucher mon visage, mais j'ai reculé. Sa main s'est figée en l'air. Le docteur a dit que tu t'en sortiras, dit Richard, sa voix comme un grondement sourd. Il se tenait au pied du lit, les bras croisés, comme un général inspectant un champ de bataille. Juste une vilaine perforation. Ils t'ont recousu. Je les ai dévisagés, la gorge trop sèche pour parler. J'ai attendu des excuses, une explication, n'importe quoi. Rien n'est venu. À la place, Eleanor a tiré une chaise près du lit et s'est assise. Elle a pris une grande inspiration, le genre de celle qu'on prend avant de prononcer un discours difficile mais nécessaire. Maintenant écoute, Jacques, a-t-elle commencé, la voix douce et persuasive. Il y a eu beaucoup de confusion la nuit dernière. Les secouristes sont venus, la police. Tout était très chaotique. Léo m'a poignardé, ai-je croassé, les mots déchirant ma gorge à vif. Richard soupira, un long son exaspéré. Mon fils, nous devons être très clairs sur ce qui s'est passé. Vous aviez tous les deux bu. Léo a renversé une bouteille. Tu as glissé et tu es tombé sur la boîte à outils qui se trouvait près de la porte de derrière. Tu es tombé sur un tournevis. Ce fut un terrible accident. Je l'ai regardé, mon esprit luttant pour comprendre l'audace de ce mensonge. La boîte à outils? Elle était dans le garage, à une trentaine de mètres de là. Ce n'est pas ce qui s'est passé, ai-je dit, ma voix reprenant un peu de force. Léo m'a attaqué. Vous l'avez entendu. Vous étiez là. Nous avons entendu du raffut, a corrigé doucement Eleanor, comme si elle expliquait quelque chose à un enfant confus. Et puis nous avons entendu ton cri. Le temps de comprendre ce qui se passait, tu étais par terre. Léo se sent vraiment mal à propos de tout ça. Il est effondré. Il n'arrête pas de dire qu'il aurait dû nettoyer ce qui a été renversé tout de suite. Ils avaient construit une histoire, un mensonge net et plausible qui protégeait la seule personne qu'ils se souciaient de protéger. Ils n'étaient pas là pour voir si j'allais bien. Ils étaient là pour limiter les dégâts. Ils étaient là pour me donner mon script. La police voudra te parler quand tu te sentiras d'attaque, continua Richard, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Nous leur avons déjà fait notre déclaration. Nous avons juste besoin que tu la confirmes. Pour la famille, Jacques. Nous ne pouvons pas avoir de scandale. Pense à la carrière de Léo. Pense à la réputation de la famille. Ma carrière, ma vie, ma blessure, rien de tout cela n'avait d'importance. J'ai tourné la tête et j'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était une aube grise et maussade. À cet instant, j'ai ressenti une froide clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Le dernier fil d'espoir qui me restait quant à l'amour de ma famille, quant à leur validation, était rompu. Il avait disparu. J'ai besoin de me reposer, ai-je dit, ma voix dénuée de toute émotion. Bien sûr, mon chéri, dit Eleanor, le soulagement inondant son visage. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait que j'avais accepté. Nous allons te laisser tranquille. Souviens-toi juste de ce dont nous avons parlé. Un accident. Ils se levèrent et partirent, refermant doucement la porte derrière eux. Je suis resté allongé là, à écouter leurs pas s'éloigner dans le couloir. J'étais seul, vraiment et complètement seul,
et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti cela comme une force. J'ai cherché le bouton d'appel, mais je n'ai pas appuyé dessus. À la place, j'ai soigneusement attrapé mon téléphone sur la table de chevet. Ma vision était encore un peu floue, mais je pouvais distinguer l'écran. Un appel manqué d'un numéro masqué, le contrôle de routine automatisé de l'agence, et un nouveau message vocal. Je ne l'ai pas écouté. Je n'en avais pas besoin. Je suis allé dans mes contacts et j'ai cherché le nom que je voulais, un nom que je n'avais utilisé que pour les urgences professionnelles. Clara Vance, conseillère juridique. J'ai appuyé sur appeler. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Ici Vance. Clara, dis-je, la voix stable et claire. C'est Jacques Jensen. J'ai besoin de votre aide. J'invoque mon droit à l'assistance juridique de l'agence. Je veux porter plainte contre ma famille. Moins d'une heure plus tard, Clara Vance est entrée dans ma chambre d'hôpital. Elle était exactement comme dans mes souvenirs lors de nos réunions d'informations juridiques obligatoires, vive, précise, et dégageant une aura de compétence sans fioriture. Elle portait un tailleur noir sur mesure qui semblait insensible aux faux plis et tenait un fin porte-document en cuir. Elle n'a pas offert de sympathie ou de platitude. Elle a offert quelque chose de mieux, de l'action. Jacques, dit-elle d'un hochement de tête sec, ses yeux évaluant immédiatement l'intraveineuse, les bandages, mon visage pâle. J'ai reçu votre message. J'ai également reçu l'alerte automatique de votre signal de détresse à 4h05 ce matin. Elle tira la chaise visiteur près du lit, ouvrit sa mallette et en sortit une tablette. Votre SOS a déclenché un contrôle de bien-être automatique à votre adresse enregistrée. Lorsque vous n'avez pas répondu à l'appel de suivi. Les forces de l'ordre local et les ambulanciers paramédicaux ont été dépêchés. Ils vous ont trouvé semi-conscient sur le sol de la cuisine avec une blessure pénétrante à l'épaule gauche. Tout a été documenté. Une vague de soulagement m'a envahi, si puissante qu'elle m'a presque donné le vertige. Je n'étais pas sûr que le signal soit passé. Je n'étais pas seulement un fils racontant une histoire que ses parents niaient. J'étais un employé fédéral qui avait activé un protocole de sécurité. Les règles du jeu avaient changé. Mes parents, ai-je commencé, mais elle a levé la main. J'ai déjà examiné le rapport de police préliminaire, dit-elle, les yeux fixés sur sa tablette. La déclaration d'Eleanor et Richard Jensen prétend que vous avez glissé et que vous êtes tombé sur une boîte à outils. La déclaration de Léo Jensen corrobore leur version. Il exprime de profonds remords pour l'accident. Elle a levé les yeux vers moi, un sourcil haussé. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Non, ai-je répondu. Le mot est sorti avec plus de force que je ne l'espérais. Léo et moi nous sommes disputés. Il était ivre. Il a attrapé un tournevis dans un tiroir et il m'a poignardé. L'expression de Clara n'a pas changé. Mais elle a pris une note sur sa tablette. Le rapport des ambulanciers note l'absence de toute boîte à outils à proximité immédiate de l'endroit où vous avez été trouvé. Ils ont également noté que les caractéristiques de la blessure correspondent davantage à un coup direct qu'à une chute. Elle faisait les liens. Elle voyait la vérité. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de ne pas devenir fou. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Cela dépend de vous, a-t-elle dit, son regard direct et inébranlable. Vous avez plusieurs options. Nous pouvons traiter cela comme une affaire de famille et laisser tomber. Nous pouvons demander une ordonnance restrictive. Ou, étant donné que vous êtes un employé fédéral avec une habilitation de sécurité et qu'il s'agit d'une agression délibérée. Nous pouvons poursuivre cette affaire dans toute la rigueur de la loi. L'agence prend la sécurité de son personnel très au sérieux. Jacques, une agression contre vous est une agression contre l'institution. Elle m'offrait une porte de sortie. Un bouclier. Tout le poids et la puissance du gouvernement des États-Unis. Ils ont ri, ai-je murmuré. Le souvenir encore frais et à vif. Quand j'étais par terre en train de saigner, ils se sont tenus en haut et ils ont ri de moi. Clara resta silencieuse un instant. Son masque professionnel s'est adouci d'une fraction. Alors, il semble que vous n'ayez qu'une seule option, dit-elle doucement. Nous contre-attaquons. J'ai déjà pris la liberté de demander une copie des enregistrements des appels au 911 et des images des caméras corporelles des agents intervenants. Je vais également demander au tribunal un mandat pour tester le tournevis trouvé sur les lieux pour y rechercher votre sang et les empreintes digitales de Léo. Elle avait déjà dit longueur d'avance.
Mes parents engageront le meilleur avocat, ai-je dit, en pensant aux poches pleines de Richard. Qu'ils le fassent, a répondu Clara avec un petit sourire confiant. Ils peuvent engager l'avocat spécialisé en divorce le plus cher de l'État. Mais il se pointera avec un couteau à une fusillade. Ils pensent qu'il s'agit d'un drame familial. Ils ne comprennent pas que c'est maintenant une affaire fédérale. Elle a fait une pause, puis a ajouté un détail qui allait s'avérer crucial. Votre directeur, Coleman, vous envoie ses amitiés. Il a déjà autorisé la communication de vos états de service au tribunal sous scellé. Il veut qu'ils sachent à qui ils ont affaire. J'ai fini par comprendre. Ce n'était plus seulement mon combat. Et pour la première fois depuis mon réveil dans cette chambre stérile, je ne me sentais plus comme une victime. J'avais l'impression d'avoir une armée derrière moi. Dans les semaines qui ont précédé l'audience préliminaire, mon monde s'est rétréci. J'étais en congé maladie et logeais dans un petit appartement meublé que l'agence avait organisé pour moi. Le silence était assourdissant. Aucun appel de ma famille. Aucun message. C'était comme si j'avais cessé d'exister. La seule personne que j'ai contactée de mon ancienne vie a été Ben. Nous étions amis depuis l'école maternelle. Il connaissait ma famille. Il avait assisté à d'innombrables dîners où Léo était célébré et où j'étais ignoré. Il était la seule personne qui, je pensais, comprendrait. Je l'ai rencontré pour prendre un café quelques jours avant l'audience. Je lui ai tout raconté. Les mots se bousculant hors de moi. L'attaque, le mensonge, les rires. Il a écouté, le visage concentré. Quand j'ai eu fini, il a secoué lentement la tête. Mec, c'est tordu, Jacques. Sérieusement. Je sais, ai-je dit, soulagé. Tu me crois, n'est-ce pas? Bien sûr que je te crois, dit-il, mais il évitait mon regard. Il remuait son café qui était déjà plein de lait. Mais un procès contre ta propre famille? N'est-ce pas un peu extrême? Je veux dire, Léo était ivre. Les gens font des choses stupides quand ils sont ivres. Une boule froide s'est formée dans mon estomac. Il m'a poignardé, Ben. Je sais, dit-il rapidement. Et ce n'est pas normal. Mais ta mère m'a appelé. Elle est anéantie. Elle dit que ça déchire la famille. Richard parle de l'impact que cela pourrait avoir sur le patrimoine familial. Leur plan de succession. La mention d'argent a fait l'effet d'une gifle. Ce n'est pas une question d'héritage, dis-je, la voix tendue. Il s'agit de ce qu'ils ont fait. Écoute, tout ce que je dis, c'est qu'il y a peut-être un autre moyen, dit Ben en me regardant enfin. Un moyen où tu n'es pas obligé de tout faire exploser. Ton beau-père. Il m'a offert une belle opportunité. Il veut investir dans mon entreprise de BTP. Ça change la donne pour moi, Jacques. Et voilà. Le prix de notre amitié. Le prix de ma douleur. Un investissement commercial. Je me suis levé. Ma chaise raclant le sol. Il t'a acheté. Ce n'est pas comme ça, insista Ben, le visage rouge. Il pense juste que tu es irrationnel. Et il veut des gens autour de toi qui peuvent te faire entendre raison. Alors tu vas être son porte-parole, ai-je demandé, la voix tremblante d'une rage que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était une fureur froide et silencieuse. Tu vas rester là à les regarder me détruire pour une affaire commerciale? Il n'a pas répondu. Il a juste baissé les yeux vers son café. J'ai jeté un billet de $10 sur la table. Profite bien de l'investissement, ai-je dit, et je suis parti sans me retourner. La trahison faisait mal différemment de celle de ma famille. C'était la mort discrète et insidieuse d'un lien que l'on croyait inébranlable. Cela confirmait ce que l'arrivée de Clara avait signalé en premier lieu. Mon ancienne vie était terminée. Tous ceux qui en faisaient partie avaient choisi leur camp. Et je me tenais sur le mien. Complètement seul. En marchant dans la rue, j'ai réalisé que la trahison de Ben était un cadeau. Elle avait rompu mon dernier lien. Il n'y avait plus rien à perdre. Et ça me rendait dangereux. Le jour de l'audience, la salle d'audience était exactement comme je l'avais imaginé dans les premiers instants de l'histoire. Mais maintenant, la vivre pour de vrai était surréaliste. Ma famille et leur avocat, Monsieur Davis, étaient déjà assis. Ils avaient l'air confiants. Calme. Eleanor a adressé au juge un petit sourire triste.
L'image d'une mère éplorée forcée de faire face à une situation impossible. Richard avait l'air sévère et protecteur. Léo avait l'air de s'ennuyer. Comme si toute cette affaire était un inconvénient ridicule. Monsieur Davis était un maître du théâtre judiciaire. Il parlait d'un ton suave et raisonnable. Ces mots soigneusement choisis pour dépeindre une famille aimante, bien qu'imparfaite, poussée à bout par un fils difficile. Votre honneur, commença-t-il, s'adressant au juge avec une déférence calculée. Ce que nous avons ici n'est pas une affaire criminelle. C'est une tragédie familiale. Un malentendu né d'une nuit d'émotions intenses. Alimenté par l'alcool des deux côtés. Je me suis raidi. Des deux côtés? Je n'avais pas bu un seul verre cette nuit-là. La famille Jensen, continua-t-il en les désignant d'un geste de la main, est un pilier respecté de cette communauté. Richard Jensen est un homme d'affaires prospère. Eleanor Jensen est une mère dévouée. Ils ont élevé 2 fils. L'un, Léo, est un jeune homme brillant et extraverti avec une carrière prometteuse. Il fit une pause, laissant son regard tomber sur moi. L'autre, Jacques, est plus compliqué. Il s'avança lentement vers le banc du juge. Jacques Jensen est un jeune homme qui, de l'avis de tous, s'est toujours senti comme un étranger dans sa propre famille. Il a des antécédents de ce que sa mère appelle affectueusement faire des drames. Il a le sentiment que ses réussites sont ignorées. Il a l'impression que son frère est favorisé. Ce sont des sentiments courants dans de nombreuses familles. Votre honneur. La rivalité fraternelle est aussi vieille que le monde lui-même. Clara restait parfaitement immobile à côté de moi. Le visage impassible. Elle m'avait prévenu que cela arriverait. Laissez-le parler, m'avait-elle dit. Il est en train de creuser sa propre tombe. Davis a poursuivi, la voix dégoulinante de compassion. La nuit en question, Léo Jensen admet avoir trop bu. Il admet qu'il y a eu une dispute. Il en est profondément, sincèrement désolé. Mais ses souvenirs, ainsi que ceux de ses parents, sont clairs. Jacques, dans un état d'agitation, a glissé sur le liquide renversé et a tragiquement chuté. La blessure qui en a résulté était un accident malheureux. Un accident que monsieur Jacques Jensen, dans son désir d'attirer l'attention, a transformé en un récit malveillant d'agression pour punir sa famille de ce qu'il perçoit comme des années d'affront. Il a ensuite appelé son seul et unique témoin. Ben. Mon cœur a sombré. Je savais que ça arriverait. Mais ça ne rendait pas la chose plus facile. Ben s'est dirigé vers la barre des témoins en évitant mon regard. Il avait l'air nerveux, mais résolu. Davis l'a interrogé gentiment. Monsieur Collins, depuis combien de temps connaissez-vous Jacques Jensen? Toute notre vie, a dit doucement Ben. Et pendant ce temps, le décririez-vous comme quelqu'un de stable émotionnellement? Ben a hésité. Il peut être intense. Il voit parfois les choses sous un angle négatif. Il a tendance à prendre les choses de manière disproportionnée. Prendre les choses de manière disproportionnée, répéta Davis, en laissant les mots flotter dans l'air. Merci, monsieur Collins. Pas d'autres questions. Clara ne l'a pas contre-interrogé. Elle l'a simplement laissé retourner à sa place. Le portrait de la honte. Davis a fait sa dernière envolée. Votre honneur, il s'agit d'une affaire familiale qui devrait être résolue par la thérapie, et non par des procès. Nous vous demandons de rejeter cette demande frivole d'ordonnance restrictive et d'exhorter la famille Jensen à entamer un processus de guérison. Il s'est rassis. Ma mère pleurait ouvertement maintenant. De vraies larmes cette fois-ci. Des larmes de soulagement. Elle pensait qu'ils avaient gagné. Richard a passé un bras réconfortant autour de Léo. C'était tout à fait conforme au plan. La salle était silencieuse, attendant que le juge soit d'accord, qu'il entérine leur version. Ils me regardaient tous. Un mélange de pitié et de triomphe dans les yeux. Ils pensaient que j'étais fini. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Clara Vance s'est levée. Elle ne s'est pas approchée de la barre des témoins ou du banc du juge. Elle est juste restée debout à notre table, un pilier de calme dans cette salle électrique. Votre honneur, a-t-elle dit, sa voix claire et assurée coupant le silence. Le requérant n'a aucun témoin à appeler. Un murmure a parcouru le côté de ma famille. Davis avait l'air suffisant. Pas de témoin signifiait pas de dossier. Cependant, a poursuivi Clara,
nous aimerions soumettre une pièce à conviction à l'examen du tribunal, un rapport de l'employeur du requérant, soumis sous le sceau fédéral conformément à la section 3509 du titre 18 de l'USC. Elle s'est avancée et a déposé la fine chemise cartonnée sur le bureau du greffier. La même chemise que j'avais vue dans mon esprit. Le greffier l'a tendue au juge Thompson. Davis s'est levé d'un bond. Objection, votre honneur. Nous n'avons aucune connaissance de ce rapport. Quelle pertinence le dossier professionnel de M. Jensen pourrait-il bien avoir dans un conflit familial? Le juge Thompson a levé la main pour le faire taire. Il regardait le sceau rouge sur le dossier. C'est à moi de déterminer la pertinence, Monsieur Davis. Objection rejetée. Il a brisé le sceau. Le bruit était un léger déchirement, mais il a semblé résonner dans la salle silencieuse. Il a ouvert le dossier. C'était le moment qui se rejouait dans ma mémoire. J'ai regardé ses yeux parcourir la page. J'ai vu le changement subtil dans sa posture. Il a lu pendant ce qui a semblé être une éternité. L'air suffisant sur les visages de ma famille a commencé à vaciller, remplacé par une lueur d'incertitude. Que pouvait-il bien y avoir dans ce dossier? Finalement, le juge Thompson a levé les yeux. Il a retiré ses lunettes de lecture et les a délibérément posées sur son bureau. Il a fixé ma famille, non pas avec colère, mais avec une sorte de profonde hélas déception. Monsieur Davis, a dit le juge, sa voix ayant maintenant un tranchant nouveau, implacable. Vous avez brossé un portrait du beau-fils de votre client comme d'un jeune homme instable et dramatique occupant un emploi gouvernemental tranquille. Ce rapport suggère une image bien différente. Il a pris le document. Il s'agit d'un rapport médical et de sécurité déposé aux premières heures du 5 juillet. Il indique que les secouristes intervenants, dépêchés après l'activation d'un signal de détresse fédérale, ont trouvé M. Jensen semi-conscient avec une blessure perforante correspondant à un tournevis cruciforme, et non à une chute. Eleanor a halté. Le visage de Richard est devenu pâle. Il est en outre précisé, a poursuivi le juge, la voix s'élevant, qu'un tournevis a été retrouvé essuyé sur le comptoir de la cuisine, mais les tests préliminaires pour les résidus de sang dans le siphon de l'évier étaient positifs. Il note également que le taux d'alcoolémie de M. Léo Jensen, prélevé par la police sur les lieux, était de 0,16, soit le double de la limite légale. Léo s'est ratatiné sur son siège. Son sourire moqueur avait disparu depuis longtemps, remplacé par une expression de panique absolue. Mais ce n'est pas la partie la plus intéressante de ce rapport, a dit le juge Thompson. Il m'a regardé directement. Ce rapport inclut également un résumé des états de service de M. Jacques Jensen. Il détaille son rôle en tant qu'analyste principal des menaces. Il énumère 3 occasions distinctes au cours des 2 dernières années où son analyse directe et son attention aux détails ont joué un rôle déterminant pour empêcher des actes qui auraient entraîné d'importantes pertes en vies humaines à l'étranger. Il inclut une distinction pour son sang-froid et sa précision sous une pression extrême. Il a posé le papier et s'est penché en avant, le regard brûlant mes parents. Le petit boulot tranquille que vous avez balayé si négligemment implique un niveau d'habilitation de sécurité et de responsabilité que peu de personnes dans ce pays n'atteindront jamais. Le travail que vous avez qualifié d'ennuyeux sauve des vies. Le fils que vous avez qualifié de dramatique est, selon les rapports de ses supérieurs, un atout national. Le silence dans la salle était absolu. Ma mère avait la bouche ouverte, mais aucun son n'en sortait. Richard semblait avoir été changé en pierre. Le regard du juge était foudroyant. Il semble que la précision de votre fils ait sauvé la vie d'autres personnes par le passé. Dans la nuit du 4 juillet, sa précision a activé un signal de détresse alors qu'il se vidait de son sang sur le sol de sa cuisine à sauver la sienne. Il a ramassé son maillet. La demande d'ordonnance restrictive permanente est accordée, avec effet immédiat. De plus, sur la base des preuves présentées dans ce rapport, je transmets l'intégralité de ce dossier au bureau du procureur pour des poursuites pénales sous les chefs d'accusation d'agression avec une arme mortelle et d'entrave à la justice. Le maillet s'est abattu avec un claquement qui a fait sursauter tout le monde. Et M. Léo Jensen, a ajouté le juge, la voix froide comme de la glace. Je vous suggère de prendre un très bon avocat pénaliste. Moment d'appel à l'action, CTA. Ce fut le moment. Le moment où les mensonges se sont brisés et où la vérité, dans toute sa clarté brutale, a éclaté au grand jour. Ce fut le moment où j'ai enfin repris ma vie en main. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes incroyable.
Si vous le pouvez, aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous, juste pour que je sache que vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi. Ça n'aide pas seulement plus de gens à découvrir l'histoire. Ça me permet de savoir que ce que j'ai traversé a un sens pour quelqu'un d'autre. Votre soutien est la principale raison pour laquelle je peux continuer à partager le reste de ce voyage. La suite a été chaotique. 2 huissiers se sont avancés vers Léo, leur mouvement calme et rodé. L'un d'eux a sorti une paire de menottes. Le clic métallique a résonné dans le silence stupéfait. Le visage de Léo s'est décomposé. L'arrogance, la confiance, la certitude ancrée depuis toujours qu'il ne pouvait rien faire de mal, tout s'est évaporé en un instant, remplacé par le regard terrifié et perplexe d'un enfant à qui l'on venait enfin de dire non. « Attendez » balbutia-t-il, en regardant son père. « Papa, fais quelque chose. » Richard était figé, le visage masque d'incrédulité. Il regarda Léo, le juge, puis moi, comme s'il n'arrivait pas à assimiler la réalité de la situation. Mais Eleanor a craqué. Le charme était rompu. Elle s'est précipitée en avant, attrapant le bras de Léo alors que l'huissier essayait de le menotter. « Non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est mon fils. » C'était un accident, a-t-elle hurlé, la voix perçante et hystérique. L'huissier a repoussé sa main doucement mais fermement. « Madame, reculez, s'il vous plaît. » Elle a tourné ses yeux désespérés vers moi. Toute mascarade avait disparu. C'était brut, primaire. « Jacques, s'il te plaît, dis-leur d'arrêter. Tu ne peux pas lui faire ça. C'est ton frère. S'il te plaît, il ne l'a pas fait exprès. » Ces mots ont glissé sur moi. C'est ton frère. Le même frère qui m'avait enfoncé un tournevis dans l'épaule. Le même frère dont elle avait ri des actes. Je l'ai regardé, cette femme qui était ma mère, et je n'ai rien ressenti. La part de moi qui avait si longtemps imploré son amour et son approbation était devenue un cratère vide. Il ne restait plus rien à quoi ces supplications puissent s'accrocher. Je me suis levé. Clara a posé une main rassurante sur mon bras. Je lui ai fait un petit signe de tête pour lui faire savoir que j'allais bien. « Jacques, ne t'en va pas en me tournant le dos », a hurlé Eleanor alors que je me dirigeais vers les portes de la salle d'audience. « Il faut qu'on parle. Nous sommes une famille. » Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas ralenti le pas. À chaque pas que je faisais, je pouvais sentir les chaînes invisibles qui m'avaient lié à eux pendant 29 ans tomber. Je suis passé devant Ben, qui fixait le sol, le visage livide. Je suis passé devant tante Carole, qui avait l'air complètement horrifiée. Je suis passé devant tous les fantômes de mon passé et j'ai poussé les lourdes portes. Le bruit du couloir du palais de justice a fait irruption, une vague de normalité bienvenue. Je ne me suis pas arrêté de marcher jusqu'à ce que je sois dehors, sur les marches, à respirer l'air libre. Le soleil brillait et j'ai dû plisser les yeux. Pour la première fois, il ne ressemblait pas à un projecteur d'interrogatoire. C'était comme un nouveau départ. Derrière moi, j'entendais encore le son faible de ma mère hurlant mon nom. Mais pour la première fois de ma vie, cela n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Quelques jours plus tard, j'étais de retour dans mon appartement temporaire, faisant mes cartons avec le peu d'affaires que j'avais. Clara avait appelé. Le procureur maintenait les charges. Léo était libéré sous caution, payé par Richard, mais il faisait face à une grave condamnation pour crime. On a frappé à la porte. Je n'attendais personne. J'ai regardé par le Judas. C'était ma mère, seule. Mon premier instinct a été de l'ignorer, de ne pas ouvrir, mais je savais que je devais le faire. C'était la dernière chose à régler. J'ai ouvert la porte. Elle avait l'air dans un état terrible. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Ses cheveux étaient en bataille. La façade soigneusement construite de la matriarche parfaite avait disparu. « Jacques, dit-elle, la voix enrouée, est-ce que je peux entrer ?» Je ne l'ai pas invité à entrer. J'ai fait un pas dans le couloir, refermant la porte derrière moi. Je me suis adossé au cadre, croisant les bras. « Que veux-tu, Eleanor ?» L'utilisation de son prénom l'a fait tressaillir. « Je veux parler » a-t-elle supplié. Tout ça est allé trop loin. Ton père et moi. Nous avons discuté. Nous sommes prêts à t'aider avec une thérapie. Nous pouvons même créer un fonds en fidéicommis, t'aider à prendre un nouveau départ ailleurs. Simplement. Il faut que tu retires ta plainte.
Tu dois arrêter ça. J'ai écouté, mon expression indéchiffrable. Il ne comprenait toujours pas. Il pensait qu'il s'agissait d'une négociation. Il pensait que ma douleur et mes principes avaient un prix, une bataille pour la garde de ma propre âme, et il pensait pouvoir simplement m'acheter. Un fonds de placement, ai-je répété, la voix neutre. Vous voulez me payer pour faire comme si ce n'était jamais arrivé. Ce n'est pas ça, a-t-elle insisté, les larmes lui montant à nouveau aux yeux. Il s'agit de guérison. Il s'agit de réunir notre famille. Ton frère pourrait aller en prison, Jacques. En prison. Sa vie sera ruinée. Sa vie a été ruinée au moment où il a décidé d'être le genre de personne qui poignarderait son frère puis mentirait à ce sujet, ai-je dit. Sa vie a été ruinée au moment où vous avez décidé de l'encourager, de le protéger, de rire pendant que je saignais sur le sol. Je ne riais pas de toi, a-t-elle pleuré, avec une nouvelle pointe de désespoir dans la voix. J'étais nerveuse. Je ne savais pas ce qui se passait. Je croyais juste que tu faisais un drame. Il y avait de nouveau ce mot. Drame. C'est ça le problème, ai-je dit, la voix dangereusement calme. Vous ne m'avez jamais cru, pas une seule fois dans toute ma vie. Vous ne m'avez jamais vu. Vous ne voyez que le frère de Léo, le bizarre, le sérieux, le dramatique. J'ai fait un pas de plus, et pour la première fois, elle a eu l'air d'avoir peur de moi. Je n'ai plus besoin que vous compreniez mon travail. Je n'ai plus besoin que vous soyez fiers de moi. J'avais juste besoin que tu sois ma mère. Et quand j'ai eu le plus besoin de toi, tu as échoué. Je me suis retourné et j'ai posé la main sur la poignée de porte. Alors, non, ai-je dit en la regardant une dernière fois. Je ne retirerai pas les charges. Il ne s'agit plus de la famille maintenant. Il s'agit de conséquences. Je suis rentré dans mon appartement et j'ai fermé la porte, la verrouillant derrière moi. Je m'y suis adossé, écoutant alors qu'elle restait plantée dans le couloir pendant un long moment. Puis, finalement, j'ai entendu le bruit de ses pas qui s'éloignaient. Le son final et définitif de mon passé qui s'en allait. Une année peut tout changer. J'étais debout dans mon nouveau bureau. Il était 2 fois plus grand que mon ancien box et avait une fenêtre qui donnait sur la grande ville énergique que j'appelais maintenant chez moi. Après le procès, Léo a été reconnu coupable de coups et blessures avec circonstances aggravantes et condamné à 3 ans, bien qu'il puisse probablement obtenir une libération conditionnelle d'ici 18 mois. Le directeur Coleman m'avait convoqué. Il m'a offert une promotion, chef de ma propre équipe d'analyse des menaces, une nouvelle ville, un nouveau départ, une nouvelle vie. Je l'ai accepté sans hésiter. Ma nouvelle vie était calme, mais c'était la mienne. J'avais un petit cercle d'amis au travail, des gens qui me respectaient pour mon esprit, pas pour ce qu'était ma famille. Nous allions boire un verre après le travail, parler de flux de données et de tensions géopolitiques, et pour la première fois, j'avais l'impression d'être à ma place quelque part. Je n'étais plus un fantôme dans la maison de quelqu'un d'autre. Un samedi matin, je triais mon courrier quand j'ai vu une lettre avec une adresse d'expéditeur familière. Elle venait de mon ancien quartier, mais pas de ma famille. Le nom dessus était Martha Gable. Il m'a fallu un instant pour situer. Madame Gable, la vieille dame qui habitait à côté et qui s'occupait toujours de ses roses. Mes mains tremblaient légèrement en l'ouvrant. Son écriture était tremblotante, l'écriture de quelqu'un qui avait passé beaucoup de temps à réfléchir à ce qu'il allait dire. Cher Jacques, commençait-elle. Je vous écris car j'ai une confession à vous faire et une conscience qui m'empêche de trouver le repos. Je suis tellement désolé. La nuit où vous avez été blessé, j'étais réveillé. La toux de mon mari s'aggravait. Et je m'étais levé pour lui chercher de l'eau. La fenêtre de ma cuisine donne sur la vôtre. J'ai entendu les cris. J'ai honte de dire que j'ai écouté. J'ai entendu votre frère vous dire des choses horribles et cruelles, puis j'ai entendu le fracas. Et je vous ai entendu crier. C'était un cri de douleur réelle, et cela m'a effrayé. J'ai voulu appeler la police. J'ai tendu la main vers le téléphone, mais ensuite j'ai entendu vos parents. Je les ai entendus vous dire d'arrêter de faire des drames, et j'ai entendu votre mère rire. À cet instant, j'ai été une lâche. Les Jensen étaient une famille puissante dans le quartier. Votre beau-père avait beaucoup d'influence. J'avais peur de m'impliquer, peur de causer des problèmes à ma propre famille. Alors, je n'ai rien fait. Je suis retourné me coucher et j'ai fait comme si je n'avais rien entendu.
J'ai lu des articles sur le procès dans le journal. J'ai lu que vous aviez obtenu justice. Et j'ai été tellement soulagé. Mais mon silence m'a hanté chaque jour de l'année écoulée. Je vous écris maintenant non pas pour vous demander pardon, car je ne le mérite pas, mais pour vous dire que vous n'étiez pas fou. Vous ne faisiez pas de drame. Je l'ai entendu. Je connais la vérité. Et je vivrai avec la honte de ma lâcheté jusqu'à la fin de mes jours. J'espère que vous avez trouvé la paix. Sincèrement, Martha Gable. J'ai lu la lettre 2 fois, puis une 3e. Je me suis affaissé sur une chaise, le morceau de papier tremblant dans ma main. C'était une confirmation extérieure de tout ce que je savais être vrai, une autre voix dans l'univers qui validait ma réalité. Je ne cherchais plus de vengeance ni de châtiment. Ce feu s'était éteint, laissant derrière lui un sentiment de paix tranquille. Mais cette lettre. C'était différent. C'était un cadeau. C'était le dernier chuchotement silencieux de vérité qui faisait taire le dernier écho de doute dans mon propre esprit. J'ai soigneusement plié la lettre et je l'ai rangée dans un tiroir avec mes documents les plus importants. C'était un rappel que la vérité, peu importe le temps que cela prend, finit toujours par trouver un chemin vers la lumière. La vie continue. Les bords tranchants du traumatisme s'adoucissent avec le temps, devenant des cicatrices plutôt que des blessures ouvertes. Je prenais mes marques dans mon rôle de chef d'équipe. Le travail était stimulant, gratifiant. Mon passé me semblait être une histoire arrivée à quelqu'un d'autre. Un soir, je faisais un peu de ménage numérique, effaçant de vieux fichiers d'un disque dur de sauvegarde que j'utilisais à l'université. J'étais sur le point d'effacer un dossier intitulé Divers familles quand la curiosité l'a emporté. C'était surtout de vieilles photos, des documents scannés pour des inscriptions scolaires, mais un sous-dossier a attiré mon attention. Email transféré. J'ai cliqué dessus. C'était un désordre de vieilles chaînes d'emails, de blagues de cousins et de newsletters. J'allais tout supprimer quand j'ai vu un objet qui m'a glacé le sang. TR, urgent. Concernant la mesure disciplinaire de Léo Jensen. L'email datait d'il y a 10 ans. Il provenait de ma mère à ma tante. Ma mère avait transféré une conversation qu'elle avait eue avec Richard, et Richard avait transféré une conversation qu'il avait eue avec le directeur d'un internat privé que Léo avait fréquenté pendant un semestre quand il avait 17 ans. Mes doigts étaient engourdis alors que j'ouvrais le message original. Il venait du directeur pour mon beau-père. Monsieur Jensen, disait-il. Je vous écris pour vous informer de la décision finale du conseil d'administration. Suite à l'incident de mardi dernier au cours duquel Léo a agressé un autre élève dans le dortoir, provoquant une fracture du poignet de ce garçon. Nous n'avons d'autre choix que de le renvoyer définitivement. Ce type de comportement violent et non provoqué est inacceptable, et nous ne pouvons pas risquer la sécurité de nos autres élèves. Nous avons gardé l'affaire en interne comme vous l'avez demandé pour éviter toute implication de la police. Mais notre décision est irréversible. J'ai continué à lire, faisant défiler la chaîne de messages. L'email suivant était de Richard à ma mère. Eleanor. Je m'en suis occupé. J'ai fait un don important au fonds sportif de l'école. Ils ont accepté de modifier son dossier en retiré pour raisons personnelles. Aucune trace permanente. Nous dirons simplement à tout le monde que l'école ne lui convenait pas. Il est crucial que personne ne découvre cela. Un casier judiciaire le poursuivrait pour toujours. C'est un bon garçon. Il a juste un caractère explosif. Il mérite de repartir de zéro. Et enfin, l'email de ma mère à sa sœur, tante Carole. Carole, tu ne croiras jamais le cauchemar que nous venons de vivre. Richard fait des miracles. Il a tout arrangé. Cet autre garçon provoquait Léo, bien sûr. Léo ne ferait jamais de mal à personne sans raison. Nous devons le protéger. Il est destiné à de grandes choses. Et nous ne pouvons pas laisser une erreur de jeunesse faire dérailler son avenir. Je me suis adossé à ma chaise, la lueur de l'écran illuminant mon visage abasourdi. Tout était là, noir sur blanc. Ils savaient. Pendant une décennie, ils avaient su que Léo était capable de ce genre de violence. Ils savaient qu'il avait des antécédents, et ils ne les avaient pas simplement ignorés. Ils avaient activement conspiré pour étouffer l'affaire. Ils avaient utilisé leur argent et leur influence pour enterrer la vérité, pour protéger le garçon en or et lui ouvrir la voie, laissant dans son sillage une victime avec un poignet cassé. Mon agression n'était pas une aberration. C'était un schéma, et ma famille n'était pas de simples facilitateurs passifs.
Ils étaient des complices actifs. Toutes ces années passées à me demander ce qui n'allait pas chez moi, pourquoi je me sentais si déconnecté, pourquoi ils me traitaient ainsi. Tout prenait sens. Il ne s'agissait pas de moi du tout. Ils ne s'étaient jamais agi de moi. Il s'agissait de préserver l'image parfaite de leur fils parfait à n'importe quel prix. Même si le prix était un autre os cassé, une autre victime traumatisée. Même si le prix c'était moi. Je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais pas de tristesse. Je ressentais un profond et glaçant sentiment de lucidité. Tout espoir subconscient persistant d'une future réconciliation, d'excuses sur leur lit de mort, du fait qu'ils verraient la lumière un jour. Tout s'est évanoui. On ne peut pas réparer ce qui est fondamentalement brisé. On ne peut pas guérir des gens qui refusent de voir qu'ils sont la source du poison. J'ai fait glisser l'intégralité du dossier d'email dans la corbeille numérique et j'ai cliqué sur vider. Il était temps de sortir les poubelles. La ville où je vis maintenant a un rythme, un pouls régulier de trafic, de sirènes et de vie que je trouve réconfortant. C'est un rappel que le monde est vaste, plein de millions d'histoires, et que la mienne n'est que l'une d'entre elles. Ce n'est plus l'opéra dévorant de mon enfance. C'est juste un chapitre, et ce chapitre est maintenant clos. J'étais à mon bureau un matin, sirotant mon café et regardant par la fenêtre la ville s'éveiller en bas, quand une notification est apparue sur mon écran. Un nouvel email. L'objet était simple. Je suis désolé. L'expéditeur était Eleanor Jensen. Il y a 1 an, il y a 2 ans, mon cœur aurait bondi dans ma poitrine. Je l'aurais ouvert avec des mains tremblantes, désespéré de lire les mots de contrition, les excuses que j'avais implorées toute ma vie. J'aurais disséqué chaque phrase, à la recherche de sincérité, d'une lueur d'espoir indiquant que la mère que j'avais toujours voulu émergeait enfin. Mais aujourd'hui, je l'ai juste regardée. J'ai repensé à toutes ces années où l'on m'a fait me sentir invisible. J'ai repensé au rire en haut de l'escalier. J'ai repensé aux mensonges calculés dans la chambre d'hôpital. Et j'ai repensé à l'email vieux de 10 ans, la preuve que ce n'était jamais une erreur, mais un choix qu'ils avaient fait encore et encore. Que pourrait-elle bien dire qui changerait quoi que ce soit à tout ça? Quelle combinaison de mots pourrait défaire toute une vie d'action délibérée? Des excuses sans changement de comportement ne sont que de la manipulation. Et j'en avais fini d'être manipulé. Je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais pas de haine. J'avais simplement l'impression d'en avoir fini. L'histoire était terminée. Le verdict était rendu. Pas seulement le verdict du juge, mais le mien. Ils étaient ce qu'ils étaient, et j'étais ce que j'étais, forgé dans le feu de leur négligence, mais plus fort grâce à cela. J'ai déplacé mon curseur sur l'email. Je n'ai pas cliqué pour ouvrir. Je n'ai pas cliqué sur supprimer. J'ai cliqué sur archiver. Je l'ai envoyé, non lu, dans une boîte numérique où il pourrait prendre la poussière avec le reste du passé. Ce n'était pas un geste de colère. C'était un geste de paix. Ces mots, quels qu'ils soient, n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. Ma guérison ne dépendait pas de ses excuses. Ma valeur ne dépendait pas de son approbation. J'ai pris une autre gorgée de mon café. Le soleil était maintenant complètement levé, se reflétant sur les tours de verre de la ville, ma ville. À l'extérieur de ma porte, la vie que je m'étais construite m'attendait. Une vie basée sur la vérité, le respect et une paix tranquille, durement gagnée. Et j'étais prêt à aller la vivre. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. C'est une chose étrange que de trouver de la force dans les moments qui sont censés vous briser. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû choisir entre votre famille et votre propre vérité? Partagez votre histoire dans les commentaires si vous vous sentez à l'aise de le faire. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la suite.